C'est toute une équipe motivée, enjouée pour vous retrouver encore un autre matin et celui-là en ce vendredi qui se lève et qui s'ouvre à tous dans cette émission, toujours à vous partager nos sourires, nos envies, nos informations et surtout notre bonne humeur en compagnie de Thierry. Bonjour Alix, bonjour à tous. Allez, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Et lorsque c'est vendredi, comme l'a dit Hassan Diaye tout à l'heure, il n'est pas content, en même temps il est content parce que tout simplement le week-end, il est déjà là. Allez, dans quelques instants, on va dérouler notre programme et on aura de très belles choses à vous proposer aujourd'hui et ce jusqu'à 8 h. Sans plus tarder, on part avec la couleur du temps et juste après, le premier point de l'actualité. C'est parti. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, on observera des orages et des pluies modérées ou localement fortes dans les régions du sud-est. Dans les autres régions du sud, le ciel sera généralement nuageux et accompagné de pluie par endroits. Dans le reste du pays, le temps sera généralement nuageux avec des risques d'averses de pluie faibles au nord-ouest et à l'ouest du pays. Passons aux températures. Le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 à Bundiali et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa et Bibio, 22 degrés à Korogo, 21 à Mont, 22 degrés à Odiéné, 23 à San Pedro Sassandra, 24 degrés à Soubré, 23 à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, on observera des orages et des pluies modérées ou fortes dans les régions du littoral et du sud forestier durant la période. À l'ouest, on observera en fin de période quelques orages isolés accompagnés de pluie et dans le reste du pays, le temps sera généralement nuageux. Passons aux variables, nous pour observer 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 32 à Boaké, 34 degrés à Bouna et Bundiali, 33 à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 33 à Korogo, 31 degrés à Mont, 32 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 degrés à Touba et 33 à Yamoussoukro. Merci de rester vigilants et prudents car nous sommes toujours en saison des pluies. Très belle journée à toutes et à tous. Vendredi 25 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder Matin Bonheur. C'est à présent l'heure de vous informer. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier jeudi à la primature les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district. Il s'est agi pour le chef de gouvernement de partager une vision, celle de rapprocher le développement au plus près des populations. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Les 14 nouveaux ministres gouverneurs de district étaient ce jeudi à la primature. Ils sont venus prendre langue avec le chef du gouvernement sur la mission à eux confiée. Le Premier ministre a décliné sa vision de la fonction de ministre-gouverneur en exprimant les préoccupations du chef de l'État quant au rôle que chacun de nous devrait pouvoir jouer pour la promotion de chacun de nos districts et surtout pour l'intégration de cette vision dans une Côte d'Ivoire en plein épanouissement. Nous avons tenu à exprimer notre détermination à œuvrer, à jouer le rôle de curseur entre les populations, les chefs de l'État, le gouvernement et le Premier ministre, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire progresse de façon remarquable. Le Premier ministre a exhorté les ministres-gouverneurs à l'excellence de la tâche. Les personnes comme vous, qui êtes des personnes de terrain, sont des sources immenses d'expérience et d'enrichissement sur le travail qu'on fait. Les attentes des populations vis-à-vis de vous vont être très grandes, comme de nous d'ailleurs,
Donc il va falloir qu'on aille vite. C'est le 18 juin dernier que le chef de l'État a procédé à ces nominations. Elles font suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes. Un nouveau découpage territorial qui vise le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Autre chose à présent, les massacres perpétrés par les djihadistes dans la région du Sahel burkinabé se succèdent avec leur lot de pertes en vie humaine. À Ouagadougou, l'inquiétude est grande. Les populations réclament plus de sécurité pour vaquer à leurs occupations. Une équipe de la RTI était récemment dans la capitale burkinabé pour mesurer l'impact de la crise sécuritaire, aussi bien sur le quotidien des Ouagalais que sur l'ensemble des opérateurs économiques. Ceux qui exercent pratiquement dans le secteur informel sont les plus touchés. C'est le cas de bon nombre d'Ivoiriens résidant dans ce pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré. Ouagadougou, 3 jours après le massacre de Solane, dans la région du Sahel burkinabé, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la capitale vit, comme l'ensemble du pays, son moment de deuil. Dans les rues, comme dans les grains, les populations sont partagées entre la colère et la peur. Je peux, parce que ici ça s'est passé à 300 km. C'est pas évident que ça se produise pas ici. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Depuis 2 ans, il y a certaines villes qui sont sous couvre-feu. Or que nous savons que la nuit, il y a des activités qui se mènent pour le développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie réellement en prend un coup. Même l'éducation en prend un coup. Nous avons beaucoup d'écoles fermées, des centres de santé fermés, des fonctionnaires qui n'arrivent plus à exercer correctement dans les différentes localités. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est réellement en sécurité. Nonobstant les efforts que l'armée fait, nonobstant les efforts que le gouvernement fait. Pire massacre de civils depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, l'attaque perpétrée contre les populations de la localité de Solane a le don d'irriter certains Ouagalais. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à verser des larmes. Il faut courageusement aborder la situation. Il faut courageusement défendre les populations. Éric Djimébi Goli, lui, est un ressortissant ivoirien. Installé à Ouagadougou depuis 2016, il y a exporté le garba ivoirien dans le quartier de la Patte d'Oie. La crise djihadiste qui sévit depuis plusieurs mois au Burkina l'inquiète. Nous ne souhaiterons même pas que ça continue. Bon, par la grâce de Dieu, nous sommes épargnés pour le moment. Mais nous prions le bon Dieu qu'il instaure la paix au Burkina. Que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire, un vœu que Éric partage avec l'ensemble de ses clients. Oui, vivre, bien manger, tout. Voilà, donc, prions le bon Dieu seulement de nous aider. Mettre le bon, et sécuriser le pays, tout. La restauration est l'un des principaux secteurs d'activité où exercent les Ivoiriens à Ouaga. Un secteur qui subit les contre-coups des attaques djihadistes, bien que localisé en zone sahélienne. Dans le départ, bien avant que la guerre même commence, on n'arrive pas à évacuer assez. Mais bon, avec la guerre là, ce qu'on arrive à évacuer, ce n'est plus assez. Mais bon, on fait avec. En plus de renforcer le dispositif sécuritaire dans la capitale, les autorités burkinabées mènent régulièrement des ratissages dans cette partie du territoire où la spirale de violence djihadiste a fait depuis 2015 plus d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. On se retrouve dans une demi-heure. Et celui qui vient, il ne vient pas bientôt, il est déjà là, en notre compagnie sur ce plateau, c'est Renaud Kobia, qu'on reçoit maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Joël. Bonjour Renaud. Avec cette toute première information, une cérémonie d'hommage a eu lieu hier à l'état-major général des armées. Oui, cette cérémonie, selon le Patriote, a été organisée pour honorer la mémoire des 5 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire tombés au champ d'honneur lors des attaques de Teini et Tougbo les 7 et 12 juin dernier. À cette occasion, ces soldats, selon le Patriote, ont été élevés à titre posthume au grade de chevalier.
Et un autre sujet, ramassage d'ordures. L'État de Côte d'Ivoire ne doit pas aux opérateurs du secteur. Oui, c'est ce qu'a indiqué hier le ministre en charge de la salubrité. Selon Boaké Fofana, le gouvernement ivoirien a réglé ce qu'il devait aux entreprises de salubrité. Par conséquent, il attend que celles-ci fassent leur travail en débarrassant les rues du district d'Abidjan des ordures qui les jonchent. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, selon l'intelligent d'Abidjan, a fait cette déclaration à l'issue d'une visite de terrain qu'il a effectuée dans certaines communes d'Abidjan. Et la date, sinon que les dates des compositions sont retenues, ils sont connus depuis hier, c'est ceux du BTS 2021. Oui, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur se dérouleront du 9 au 12 août 2021, tandis que les épreuves pratiques auront lieu du 16 au 21 août prochain. L'information a été livrée hier par voie de communiqué par le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, selon l'expression. Et on parle maintenant du CPE 2021. 2 établissements de Sinématiali n'ont enregistré aucun admis. Oui, il s'agit de l'EPP Lableka, situé dans la sous-préfecture de Sédiogo, qui avait présenté 20 candidats, et l'EPP Kafalagaka, bon, je suis arrivé dans la sous-préfecture de Kagolo-Dougou, qui lui avait présenté 50 candidats. Selon l'agence ivoirienne de presse, ces 2 écoles qui relèvent de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Sinématiali n'ont eu aucun admis à la session 2021 du certificat d'études primaires élémentaires à l'issue des résultats qui ont été proclamés le 22 juin 2021. Abidjan serait tenté de dire on peut faire ça. Abidjan Plateau, justement, une fausse alerte crée la panique dans un hôtel. Oui, les personnes qui se trouvaient dans cet établissement ont eu des sueurs froides hier, selon l'expression. Le confrère indique qu'aux environs de 8 h du matin, l'alarme de l'hôtel s'est mise à retentir, y occasionnant une panique générale. Pour parer à toute éventualité, les responsables de l'établissement ont procédé à l'évacuation de toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et toujours, selon l'expression, il y a eu plus de peur que de mal, car après vérification, la direction de l'hôtel s'est rendue compte que c'était un dysfonctionnement qui avait déclenché l'alarme. Et parlons maintenant politique. Le RHDP va opérer des changements dans son organigramme. Oui, après la présidentielle et les législatives, un vent nouveau souffle sur le parti présidentiel. C'est ce que lance sa une le matin, selon lequel Adama Bictogo, secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a dit que le président de la République veut des hommes nouveaux et une nouvelle dynamique au sein du parti qu'il dirige. Ainsi, à en croire le confrère qui cite des sources assez bien introduites au sein du parti des Oufouettistes, le chef de l'État va supprimer certains postes et procéder à de nouvelles nominations. Et on referme cette revue de presse toujours avec de la politique, ou pas. Demande de divorce de l'ancien président Laurent Gbagbo. Simone pose une seule condition. Oui, c'est ce que barre à une l'expression qui indique que ce préalable que va soulever l'ex-première dame avant toute procédure dans la demande de divorce engagée par Laurent Gbagbo est qu'on lui fasse un examen médical pour s'assurer qu'il ne souffre pas de troubles comportementaux. Voilà, alors on croit l'expression qui cite des sources proches de l'ex-première dame. Vu son âge et toutes les péripéties qu'il a vécues durant les 10 dernières années, la santé mentale de Laurent Gbagbo a dû prendre un coup. Plus de précision dans l'expression. Merci beaucoup. Et oui, no comment. Nous allons poursuivre donc cette émission avec, bien sûr, ce que nous allons proposer maintenant. Ce sera influent. Sinon, on te dira merci d'avoir été avec nous. Merci, Anjoël. Très bon week-end. Pareillement. Il faut se reposer, il faut bien manger, il faut bien dormir. Avant d'amorcer la toute dernière ligne droite, qui sera la semaine prochaine. Bon. Dimanche soir, il faut recharger. No comment. Mais oui. Dimanche soir, il faut recharger. Je préfère ne rien dire. Et ne dites rien et allez en paix comme vous êtes venus. On y est. On comprend donc. Allez, influent avec cette dame. Elle est journaliste, première femme JRI de Côte d'Ivoire. Elle est aussi présidente de l'Association de la presse étrangère. Elle, c'est Madame Ma Camara qu'on retrouve dans Influent. Je suis Ma Camara, journaliste reporter d'images. Je pense que nul n'est incontournable dans ce monde. Il faut savoir être indispensable. Être influent, c'est accepter la critique, les remarques, les suggestions et les rendre utiles. C'est sortir d'un esprit de moi et diriger dans un esprit de nous, c'est-à-dire un esprit d'équipe. C'est savoir extérioriser et partager sa vision. C'est écouter, c'est accepter l'échec et pouvoir rebondir. Ma recette personnelle, c'est le travail, c'est la patience, c'est
c'est la gratitude. La gratitude envers les personnes qui ont accepté de m'accueillir dans le monde professionnel et faire de moi ce que je suis. La gratitude envers mes parents, qui ont compris très tôt qu'il fallait faire confiance à la fille et lui donner une chance d'aller à l'école. La gratitude envers mes convictions, mes valeurs qui ne m'ont jamais lâché, quelles que soient les difficultés. Ma gratitude envers Dieu, envers la mère nature, qui sont restés et restent toujours attentifs à mes projets. L'une de mes recettes, c'est de savoir se mettre en cause. Je reviens là-dessus parce que nous voulons toujours trouver un coupable à ce qui nous arrive, trouver un acteur à nos échecs, sans véritablement se poser la question sur notre part de responsabilité. Je m'entoure d'ondes positives et les obstacles sur mon chemin deviennent des temps de repos et de méditation pour mieux avancer. Pour la petite histoire, j'ai voulu être militaire, mais malheureusement, à cette époque, les femmes n'étaient pas autorisées à l'école militaire de Bingerville. Mon amour pour le journalisme a véritablement commencé au lycée, où l'un de mes professeurs, Alseni Dambélé, actuel directeur général de la RTI, avait été emprisonné alors qu'il écrivait pour un quotidien proche de l'opposition. Les raisons qui avaient été données par notre proviseur à l'époque ne me convainquaient pas. Alors j'ai donc décidé d'écrire tout ce qui se passait autour de moi dans mon journal intime qu'on appelait le cahier des souvenirs à l'époque. Et ma seule lectrice, c'était ma sœur jumelle. Ceci fait partie de l'un de mes déclics. Je dirais même le déclic principal. Il était pour moi inadmissible de voir un journaliste en prison alors qu'il faisait son job. Je me suis dit, Ma, il faut que tu sois journaliste pour régler l'image du destructeur ou du perturbateur de paix que les gens ont du journaliste. Mais comment devenir journaliste? C'était ça la question. Je n'avais personne qui pouvait m'aider, mais j'ai fait confiance à mes projets et à mon ambition. Des moments sombres, oui, j'en ai connu. Mais pour moi, c'est une école. J'avais une vision, un objectif. Je me suis donc inspirée des talents des aînés parce que pour moi, il est inutile de vouloir faire comme les autres. Sinon, vous perdez vos valeurs. Les valeurs pour moi sont comme des empreintes digitales. C'est spécifique à chaque individu. En voulant faire comme les autres, vous perdez vos repères. Ce qui me rend plus triste, c'est quand j'ai le courage de renoncer à ce que je ne peux pas changer. Je n'ai pas été militaire, mais j'ai travaillé avec des militaires. Et aussi bien d'autres portes heureuses dans ce secteur se sont ouvertes pour moi. Aujourd'hui, je suis la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique spécialisée sur les questions militaires. J'enseigne le média training à des officiers supérieurs. En tant que présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, j'ai réussi à faire partager ma vision de création d'un cadre de travail sécurisé pour des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. On ne devient rien dans ce monde sans mentor. Et surtout dans le secteur de la presse. Il faut savoir rendre hommage à ceux qui nous ouvrent la porte et nous font. Quand vous apprenez auprès d'un vieux, on ne lui dit pas que c'est pour monter sur ses épaules pour être plus grand que lui. Il faut l'amener à vous porter lui-même sur ses épaules pour vous faire grand. Il n'y a pas de risque qu'il vous lâche. Et c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Je demande aux jeunes de croire en notre métier et de ne pas s'inquiéter. La presse ne disparaîtra jamais. Il y a de la place pour tous. La presse est un secteur qui se réinvente et s'adapte à l'évolution du monde. Laissez-vous guider par votre moi. Les pressions extérieures ne doivent pas vous déstabiliser. Sinon, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Je vous conseille de vous imposer votre conscience. J'invite les femmes à se former en tant que journaliste reporter d'images. C'est l'avenir de l'audiovisuel. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, non pas seulement les jeunes, mais à nous tous, le travail fait avec amour ne trahit jamais. Vous pouvez traverser des montagnes russes, c'est vrai, mais il faut rester constant et éviter la tricherie avec le travail. Si vous trichez,
tôt ou tard, ça va vous rattraper. L'excellence ne rime pas avec mensonge. Et de bonnes valeurs qu'elle partage comme ça, Dieu nous a permis d'en avoir en double dose, comme vous avez pu le constater avec cette dernière image d'elle et de sa sœur jumelle, Ma Camara, une femme d'influence dans le milieu de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et même au-delà, parce qu'elle représente les journalistes de la presse étrangère ici dans notre pays, une véritable source d'inspiration intarissable. Nous, on part maintenant, après cette bonne dose de motivation aussi, on en remet une autre couche avec la routine matinale avec Debra Koumeni, coach en transformation, qui nous aide à créer ou maximiser votre routine matinale. C'est maintenant dans la routine matinale, bien sûr. Bonjour les spectateurs de Matin Bonheur. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui car je vais vous parler de la une chose que les gens qui réussissent ont en commun. Ici Debra Koumeni, je suis mentor en transformation et j'aide les femmes à opérer avec confiance et clarté. S'il y a une chose que la plupart des gens qui réussissent ont en commun, c'est ce qu'on appelle une routine matinale. Et peut-être c'est la première fois que tu entends parler de cela, peut-être pas, peut-être tu en as déjà la tienne. Dans tous les cas, je vais être là pour soit t'aider à maximiser ta routine matinale, à l'améliorer peut-être, ou bien même à créer ta routine matinale si tu n'en as pas encore une. Alors, s'il y a une chose que j'aime vraiment faire pour ma propre routine matinale, c'est premièrement décider à quelle heure je vais me lever chaque jour. Ok? Alors, je suis quelqu'un qui voyage quand même beaucoup. C'est un peu difficile pour moi. Parfois, je me lève à 5 heures, parfois 6 heures, parfois 7 heures le week-end. Mais c'est idéal pour moi de me lever à une heure précise qui est à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que je vais avoir une heure de l'avance pour faire ce que je vais dire, je vais te dire de faire, ce que je fais chaque jour. Alors, décide déjà à quelle heure est-ce que tu souhaites te lever chaque jour. C'est quoi l'heure idéale pour toi? Et mets en général une heure d'avance, dans le sens où si c'est que tu lèves à 7 heures du matin, décide de te lever à 6 heures à partir de maintenant. Right? Si tu n'as pas encore de routine matinale et que tu te lèves à 7 heures, il faut maintenant faire une heure derrière. Donc, tu te lèves à 6 heures du matin au lieu de te lever à 7 heures chaque jour. Maintenant que tu as une heure d'avance, qu'est-ce que tu vas faire de ces une heure d'avance que tu as? Et pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que tu veux pouvoir mieux planifier tes journées. D'ailleurs, tu ne veux plus juste te lever et courir après la mort. Tu veux avoir le contrôle de ta vie et surtout te préparer pour avoir une journée qui réussit, accomplir des choses, te sentir bien dans ta forme, dans ton énergie, dans ton mindset. Tu veux cela pour toi pour pouvoir aller go get it, accomplir de grandes choses. Alors pour ce faire, dans ma routine matinale, je me concentre vraiment sur 3 aspects très importants. L'aspect spirituel, l'aspect physique et l'aspect intellectuel. Cette routine matinale m'a vraiment été inspirée de celui qu'on appelle Tony Robbins, qui est un coach international. Alors, dans ce que lui il appelle le Power Hour et que moi j'appelle l'heure de transformation, je t'invite premièrement à prendre 20 minutes, les premières 20 minutes de ton réveil, à vraiment prendre le temps pour te connecter à ta source. Ça peut être lors d'une méditation ou bien d'une prière. Tu prends ce temps-là vraiment pour te connecter à ta source, pour rendre grâce, right? Donner ta gratitude, méditer sur une parole, vraiment juste te connecter à ta source, peu importe comment tu choisis de le faire. Après avoir passé ces 20 minutes-là dans le mode spirituel, je te suggère maintenant de prendre les prochaines 20 minutes. Pourquoi bouger ton corps? Tout le monde le dit et tu le sais, les experts te le disent, ton docteur te l'a déjà dit que bouger est essentiel pour le bien-être. Pas seulement pour avoir un bon corps, mais même pour avoir des bonnes pensées. Right? Il faut que tu bouges, il faut que tu sois actif. Alors, je te propose, après les 20 minutes spirituelles, de te concentrer maintenant pour faire un sport, une activité physique, bouger ton corps. Ce que moi, j'aime vraiment faire, c'est la danse aérobique et la danse hip-hop le matin. Ça m'aide à bouger, mais en même temps, je m'améliore dans mes moves de danse. Ça me fait sentir bien. Alors, si je peux te suggérer de faire la même chose ou bien faire n'importe quelle activité physique que tu choisis de faire, mais pendant juste 20 minutes, ce qui est très faisable. Après avoir bougé pendant 20 minutes, ce que ce sujet fait pour les prochaines 20 autres minutes, c'est tout simplement de prendre le temps de lire un livre.
Un livre qui t'inspire, un livre qui te motive. Prends le temps de lire quelques pages de ce livre-là pendant 20 minutes. Tu sais quoi? La lecture est très importante pour nous aider à développer notre niveau de langue. C'est aussi important pour nous aider à développer notre niveau de connaissance et de compréhension. Alors, moi, je choisis de lire un livre chaque mois. Et pendant les 20 minutes que j'ai le matin, je prends le temps maintenant d'avancer sur mon livre pendant juste 20 minutes. C'est assez pour me garder motivée et inspirée. Alors, le Power Hour, ou bien ce que j'appelle moi, les 60 minutes de transformation. Écoute ça. Moi, j'applique 60 minutes, right? Maintenant, j'applique 3 heures. Ma routine matinale est du 3 heures de temps. 1 heure de prière, 1 heure d'exercice physique et 1 autre heure pour vraiment lire ou bien faire quelque chose qui m'inspire, right? Mais tu peux commencer par les 20 minutes. Tu peux d'ailleurs commencer par 5 minutes. Alors, à partir de maintenant, si c'est que tu veux créer une routine matinale pour toi, je vais te suggérer, premièrement, de soit décider de juste commencer par 15 minutes. Lève-toi 15 minutes plutôt que d'habitude. Les premières 5 minutes, tu vas prendre le temps pour te connecter à ta source, faire une belle prière d'action de grâce ou bien une méditation juste de 5 minutes. Et ensuite, 5 minutes juste pour faire des étirements physiques. Right? Si tu n'es pas quelqu'un qui fait du sport, fais des étirements, étire-toi, dis stretch ton corps. Et les autres 5 minutes, prends le temps de lire. Moi, ce que j'aime bien faire pendant les 5 minutes, c'est juste prendre un verset biblique, peut-être juste un proverbe ou bien un psaume. Tu lis un psaume ou peu importe c'est quoi la lecture que tu choisis de faire juste pendant 5 minutes. C'est assez pour que tu puisses débuter, commencer en faisant quelque chose. Après, quand tu avances, tu pourras maintenant faire 10 minutes. Ensuite 20 minutes et peut-être même 1 heure si tu désires pour chacune de ces étapes-là. Alors, voici la routine matinale que je te suggère. J'espère que tu as aimé. Laisse l'équipe savoir, l'équipe de Matin pour Bonheur, savoir ce que tu as aimé. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Il est 7 heures et naturellement c'est l'heure de vous informer pour l'actualité internationale. En Centrafrique, 6 mois après l'élection présidentielle, 1 mois après la fin des législatives, un nouveau Premier ministre a été nommé il y a maintenant près de 2 semaines. Mais le pays ne connaît toujours pas la composition de son nouveau gouvernement. Les Centrafricains s'impatientent. Le nouveau locataire de la primature poursuit ses consultations. Henri-Marie Dondra entend recevoir en audience un large panel de personnalités. Après 11 ans d'exil au Canada, Annie Chebeya est rentrée en République démocratique du Congo mercredi dernier. Elle vient répondre à l'invitation d'une structure qui l'a retenue comme récipiendaire du prix Mama Marthe Kasalou, veuve de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et mère du président Félix Tshisekedi. Annie Chebeya est apparue suivie de Justin Bazana, fils du compagnon d'infortune de son époux, assassiné le 1er juin 2010. Hors du continent africain, au Liban, comme vous pouvez le voir sur ces images, plusieurs quartiers de la capitale Beyrouth sont plongés dans le noir, en pleine crise de l'électricité dans le pays. L'effondrement économique du pays et les pénuries de carburant en sont les principales causes. Les automobilistes avancent à tâtons dans les rues sans lumière. De longues files se sont formées jeudi matin devant les kiosques de Hong Kong où beaucoup d'habitants espéraient pouvoir acheter le dernier numéro de l'Apple Daily. Le quotidien pro-démocratie est contraint de cesser de paraître près d'1 an après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale impulsée par Pékin. Pour sa dernière une, l'Apple Daily a choisi d'afficher une large photo d'un journaliste qui, depuis la salle de rédaction, salue les centaines de personnes rassemblées mercredi devant le siège du quotidien pour lui dire ses adieux. En Turquie, les habitants d'un village défient les autorités. Voici maintenant 2 mois qu'ils s'opposent à un projet de carrière, craignant une catastrophe environnementale et la destruction de leur mode de vie. Ce coin de paradis, coincé entre la mer Noire et les montagnes de la chaîne pontique, est menacé par une carrière qui commence à être creusée et dont les pierres doivent servir à construire un port logistique. L'affaire illustre les tensions entre une sensibilité de plus en plus aiguë en Turquie sur les questions environnementales et la course effrénée au développement sous la houlette du président Erdogan qui met souvent en avant les aéroports, les routes et autres ponts bâtis depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Aux États-Unis, les autorités étaient toujours sans nouvelles jeudi de 99 personnes après l'effondrement spectaculaire d'un immeuble résidentiel près de Miami.
Le chef de la police, Freddy Ramirez, redoute un lourd bilan. Les 12 étages d'un immeuble construit en 1981 se sont écroulés vers 1h30 du matin, soit 9h30 heure locale GMT, dégageant, selon des témoins, un grand nuage de poussière sur plusieurs pâtés de maison. Le nombre de personnes vivant dans l'immeuble ou s'y trouvant lors du sinistre n'était pas immédiatement défini. On reste toujours aux États-Unis, mise sous tutelle depuis 2008 en raison de troubles psychologiques. La chanteuse Britney Spears s'est exprimée jeudi, 24 heures après sa prise de parole inédite devant la justice californienne. Le nom de Britney Spears est toujours en tête des tendances Twitter. Son intervention en visio devant un tribunal de Los Angeles mercredi a fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, la superstar américaine a évoqué de vive voix la tutelle sous laquelle elle est placée depuis 13 ans, la qualifiant de mesure abusive, se disant traumatisée et implorant de reprendre sa vie. Si la justice doit encore se prononcer, d'autres ont déjà rendu leur verdict. Ses fans lui ont adressé un soutien sans faille sur les réseaux sociaux. En France, cette fois-ci, tout près des étoiles ou encore quand la danse donne des ailes aux enfants fragilisés. À l'hôpital Necker de Paris, les danseurs de l'opéra redonnent le sourire aux enfants malades. C'est l'initiative d'une association qui fait aussi entrer la danse dans la vie des enfants exilés ou de milieux défavorisés. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Tout ce qui va pouvoir les raccrocher à autre chose que leur maladie, un monde un peu onirique, les faire un peu rêver, leur apporter quelque chose d'autre que leur chambre, hein, qui est toute petite et dans laquelle ils restent parfois très très longtemps. Certains patients, après le passage d'intervenants extérieurs, on les voit changer de comportement, on les voit sourire alors qu'ils ne souriaient plus. Dans leur regard, on a l'impression de voir un peu des étincelles de curiosité, d'admiration peut-être, ou de juste mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là, mais c'est trop mignon en fait. Du coup, on a l'impression d'éveiller quelque chose. Moi, j'ai toujours l'espoir presque que les enfants s'endorment le soir avec ces petites images et que tout à coup ils aient un rêve de danse ou qu'ils se réveillent le lendemain matin en repensant à ces images. Et on termine avec une brève de sport. Après 2 jours de break, la compétition reprend demain samedi à Amsterdam avec le premier 8e de finale entre le Pays de Galles et le Danemark, avant d'enchaîner avec une confrontation entre l'Italie et l'Autriche à Londres à 21h. L'équipe de France, quant à elle, retrouvera la Suisse lundi à Bucarest, en Roumanie. La Belgique et le Portugal croisent de fer dimanche. La Croatie et l'Espagne s'affrontent lundi. De son côté, l'Angleterre sera opposée à Wembley, à l'Allemagne, mardi. C'est tout pour ce deuxième point d'information consacré à l'actualité internationale. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Et oui, effectivement, ce sera avec beaucoup de plaisir que l'on sera là à vous recevoir. Et nous poursuivons notre cavalcade matinale. Juste derrière, ce sera le Chiti. Et c'est chose faite et on démarre en même temps avec vous, Hilary Simplice, dans le JT Croquet. Merci, c'est parti. Alors, CP, le taux de réussite en baisse. Les résultats du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, sont tombés. 52,51% de taux de réussite. On est assez loin du pourcentage de l'année dernière qui était de 95,31%. Les 2 résultats ont été proclamés ce mardi 22 juin 2021 par la directrice des examens et concours, Mme Dosso Nimanga Mariam. Ces résultats révèlent que 141 740 filles sont admises sur 266 790 présentes, soit un taux de réussite de 53,13%, et 144 784 14 garçons présents, soit 51,92% de réussite. Les filles ont donc gamé plus que les garçons, si on pouvait emprunter l'expression à la rue. Ce que femme veut, Dieu veut, n'est-ce pas? Les jeunes garçons aussi, là, vous êtes moins comme ça devant les filles. J'espère que l'année prochaine, vous allez dire, sinon notre figure va être versée par terre comme tapette en attendant, comme on dit. Non, mais c'est une saine émulation. On avance ensemble. Gbagbo est là, aucun officiel n'est là. Acquitté par la justice internationale fin mars dernier pour de bon, il devait quitter Bruxelles pour rentrer en Côte d'Ivoire, son pays, après 10 années d'exil. Le jeudi 17 juin 2021 a donc été le jour choisi
par Laurent Gbagbo, ex-chef d'État pour entrer en Côte d'Ivoire, celui que ses partisans appellent affectueusement le Widi de Mama. Il avait donc foule à l'aéroport et sur le boulevard ainsi qu'au QG de son parti qui a servi donc de lieu de réception. Au total, que retenir? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, elle se réconcilie avec elle-même tout en espérant que les conditions pour un dialogue sincère entre tous les leaders de sa classe politique, pour un consensus national et une paix durable soient réunis. Bonne arrivée dans Wudi de Mama chez toi, et je sais que les plats de riz couchés à la sauce graine ont commencé à avoir de tes nouvelles. Ça, c'est sûr, hein? Un rattrapage, mais de longue haleine. L'ECO naîtra en 2027. La monnaie commune aux 15 États de la CEDEAO, l'ECO, ne devrait voir le jour qu'en 2027. Des sources évoquent le fait que la pandémie du Covid y est pour quelque chose. Pour l'économiste ivoirien Séraphin Prao, cité par un média, il y a un manque de cohérence au sein de la CEDEAO, composée de 8 monnaies, qui fait que ces États n'arrivent pas à s'accorder fondamentalement sur la nécessité d'y aller ou pas. Ces États hésitent donc. Autre obstacle cité, la convergence des économies. En effet, jusque-là, certains pays n'ont pas encore réussi à assurer les critères de convergence. On le voit, les raisons du report de l'ECO, il y en a encore des tonnes. On espère seulement qu'une fois fonctionnelle, l'ECO, cette nouvelle monnaie, ne sera pas une monnaie de singe dans nos mains. En tout cas, ce quinquennat devrait servir à baliser toutes les choses et puis nous emmener à cette monnaie. Alors, terminons avec Sassou. Sans le sou, demande donc de l'aide à la Chine. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping, bon, le nom, excusez-moi, ont convenu lundi lors d'un entretien téléphonique de restituer la monstrueuse dette congolaise envers la Chine. Cette dette, faut-il le signaler, empêche donc Brazzaville de reprendre les négociations avec le FMI. Sassou a donc proposé une deuxième restructuration pour respirer un peu, comme on dit ici, quoi. Le président chinois, après avoir certainement ri jaune, a approuvé en se disant qu'Africains n'aiment pas rembourser crédit au... Ouais, Sassou s'est négocié quand il s'agit de sous. Sassou peut danser sous, nan sous, sous, sans sous, comme les BT. Avec ça, c'est ainsi qu'on termine. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, il arrive? Non, mais franchement... C'est le ndombolo. Franchement. Le ndombolo. Mais non, mais vous... Enfin, merci quand même. En plus, ça devrait vous inspirer, vous qui êtes féru de musique congolaise. Ben oui, le bashing et autres. Ben oui, le ndombolo. Vers une 5e, quelque part. Le moutouachi. Enfin. Alors, merci beaucoup, Hilary. Je vous en prie. Très, très gentil et puis très bien pour ce que tu viens de nous donner avec cette belle détente et tout, même si Sassou n'a plus de sous, il va donner tous les sous. Alors, on parle avec... Lui, il a tout le lait. Lui, il a tout le lait. Il a tout le lait. Allons-y, Capéchic, pour slammer donc. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. CEP, l'année dernière, le robinet était déjà 95% des candidats avec Bolossa. Élèves trop forts ou bien épreuves trop faciles. On voulait voir si cette année le résultat se confirme. Un coup, tu entends pas, échec à gogo, 52% de réussite. Voilà, nous, on est bobos. Le taux a baissé d'à peu près la moitié. La ministre Mariatou l'avait déjà annoncé. Elle avait dit que l'entrée en 6e, désormais, serait corsée. Certains estiment que ce résultat reflète la réalité. Félicitations aux admis. Le collège vous attend. Je vois déjà Vanessa faire malin dans son bleu-blanc. 17 juin 2021, Babi était surchauffé. Port-Boué et environ étaient vraiment mouvementés. L'aéroport accueillait l'ex-président Laurent Gbagbo. Son retour était pour ses partisans un véritable cadeau. À l'annonce de la date, en encore ayant le pouvoir, les membres de son parti étaient pressés de le revoir. Mais à peine arrivé que le Wudi de Mama a donné une info qui dans son camp a fait très mal. Son intention de divorcer d'avec Simone Hervé, après 30 ans de mariage, ce n'est pas un fait divers. Ça juge, ça critique, ça défend, ça débat. Deviendra-t-elle son ex assis à terre? On regarde. Facebook est devenu une foire aux fausses nouvelles. Chacun vient balancer tout ce qu'il ramasse dans la poubelle. Il y en a qui confondent journalisme et puis Kpakpatoya. C'est vrai ou c'est faux, on s'en gaba, on partage. C'est pourquoi ce mercredi, au siège du CNDH, le procureur Adou Richard a bien voulu qu'on sache que les auteurs de tels faits sont passibles de poursuites. De 500 000 à 20 millions, c'est l'amende pour ces crimes. Il nous a garanti, revoyons nos intentions avant de publier, pardon. Il faut faire attention. Et réseaux sociaux, ces ragots, ces affairages, quand les stars se mettent en couple,
on doute même de leur mariage. Depuis que Momo Wang nous a dit que c'est vital, tout le monde se méfie. On voit tout en paflotage. Cérémonie de mariage digne d'un film hollywoodien. Avec Wemba, jeune riche, nos yeux se sont mis bien. Coco Emilia, le seul biscuit de mer, depuis peu est confronté à cette expérience amère. La rumeur fait rage. Les gens disent que c'est flocon, que ce qu'on a vu à la télé là, c'était juste un folklore. Que le gars a sa vraie go quelque part en Europe. Les détectives privés, vraiment, vous faites fort. Thierry, toi-même, il faut voir, les gens n'ont pas de problème d'air avec passe de 200, ils critiquent les milliardaires. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Et on est en slam, toujours avec vous, Ouais. Capégique. Merci beaucoup, Capégique. Surtout, moi, j'aime bien cette dernière partie-là, parce qu'on se met devant nos ordinateurs, on part sur les réseaux sociaux, on raconte n'importe quoi, parce qu'on se fait des collages comme ça dans la tête et tout. Après, je pense que les gens s'ennuient tellement qu'il faut qu'ils passent, trouver un moyen de se distraire, quoi. Je pense que c'est certes l'ennui, mais derrière, il y a une véritable... il y a un manque d'intelligence et puis il y a une méchanceté gratuite, quoi. Il y a la méchanceté aussi. Oui, je pense qu'il y a une méchanceté gratuite. On invente des choses, on vient, on s'assoit, et puis tel a fait ça, tel a fait ci. Et pourtant, zéro, quoi. Et les infos ne sont même pas vérifiées en plus. Ben oui, vraiment. Moi, je voulais juste revenir là-dessus. Eh oui, et c'est très important. Je vous écoutais religieusement parce que oui, hélas, aujourd'hui, vu, les réseaux sociaux donnent la possibilité aux uns aux autres de se mêler, sans scrupule comme ça de la vie des autres. Bien sûr, bien sûr. Pourtant, il faut quand même faire attention. Quand on parle de vie privée, ça doit rester privé. Bonjour, mon procureur. Mais pourquoi pas, bientôt, la reconversion. Merci infiniment, Merci à Capégique. vous, merci. Et nous, on va marquer cette petite transition. Et ce sera avec le jingle qui va arriver maintenant, de Vrai ou Faux, avec Méliane Cuny, bien évidemment. Oui, oui. De retour donc avec Méliane Cuny, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, qui nous gratifie d'un beau côté, cette belle africanité ce matin avec cette tenue, mais ce nœud-là. Hein? Bonjour Méliane. Bonjour Angeval, on a fait un petit brassage entre l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'allais poser la question, ce démembré nous vient d'où précisément? De Mans. Démembré nous vient de Mans, du village des artisans de Mans. C'est ça. On répond Ma. On répond Ma, oui c'est vrai, j'ai appris qu'on disait Ma. Quand tu Voilà. dis un truc, on dit Ma. Voilà, c'est ça. C'est chic, je ne t'étais clair. Alors Méliane, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à vérifier aujourd'hui? Il y a pas mal d'informations à vérifier aujourd'hui. La première information, je pense qu'on va aller du côté d'une action au niveau du Mali. On va nous dire comme ça qu'on a on a des camions russes qui vont soutenir l'armée malienne. C'est vrai qu'il y a une convention qui est signée en ce moment, qui est en train d'être signée entre le Mali et la Russie. Mais non, ce n'est pas des véhicules russes. Parce qu'on voit la vidéo et on voit une cargaison de camions passer comme ça. Donc on se dit, oh, là, on est au niveau du Mali et ils sont en train d'envoyer une cargaison de véhicules et de blindés au niveau de Mans. Vous êtes encore resté à Mans, mais bon, revenez des 18 montagnes. Oui, je redescends des 18 montagnes. Et voilà, donc c'est faux. D'accord. Donc voilà, ce cortège de camions, c'est bien au Mali, mais c'est pas un contingent de Russie. Non. La deuxième information. Toujours au Mali, on nous parle d'une cargaison d'or stoppée par les douanes maliennes. D'accord. Ça aussi, c'est faux. Ce qu'on voit, c'est plutôt un chargement de bouteilles d'eau minérale. Donc, ce n'est pas justement de l'or qui est déporté vers les Occidentaux, mais c'est plutôt de l'eau. C'est de l'eau justement qu'on reçoit. C'est les cargaisons d'eau, c'est les cartons d'eau qui sont en train d'être convoyés au niveau du Mali. Mais ce n'est pas de l'or, c'est pas de l'or, c'est pas de l'or. Décidément, le Mali, il est très ouvert. Hein. Oui. Il est très aimé en ce moment. Après le Mali, on descend au niveau du Burkina Faso. Ok, on reste en souris. Voilà, on nous a dit comme ça qu'il y avait eu, après l'attaque de Solona, on nous a dit comme ça qu'il y a eu une attaque avec un bus où 47 personnes étaient décédées. Mais cette information est fausse, c'est une fake news.
Il n'y a pas eu d'attaque les jours qui ont suivi cette attaque-là. Et ça, c'est une ancienne image? C'est une ancienne image qui a été récupérée, donc il faut éviter. Et l'image n'est même pas au niveau du Burkina. C'est une image en Allemagne. Très bien. Donc du coup, il faut éviter de donner ce genre d'informations erronées. On nous dit ensuite qu'au niveau de la Centrafrique, le sango serait la langue officielle. On a vu une publication sur les réseaux sociaux qui a eu plus de 18 000 partages disant qu'au niveau de la Centrafrique, maintenant, on va parler le sango. Mais c'est faux. C'est vrai qu'on veut valoriser nos langues africaines, mais cette information est erronée. Et donc la langue reste toujours le français. Oui, ça reste toujours le français. Ensuite, on part à la session des giflets. C'est comme ça que j'ai appelé cette série-là. Des giflets. Des giflets, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela englobe? Après, justement, l'incident au niveau du président Macron, on a vu une photo là et on a dit comme ça tout de suite que le président Macron a commencé à gifler son homologue burkinabé. Vous voyez, il a la main justement proche de la joue. Donc, ils ont récupéré cette image. On dit que, bon, comme il a été giflé, il est en train de venir gifler. Et en fait, ce qui choque, c'est qu'on a des personnes qui croient à ce genre de choses. Ah, mais c'est grave parce que même à décrypter l'image simplement, on n'a pas de cache-nez. Donc, c'est sûr que c'était en période avant Covid. Et puis, bon, quand on sait que le président Macron, il est très tactile, lui-même, il le reconnaît lors de ses conférences et tout ça, qu'il est très au contact des uns et des autres. Non, ça ne pouvait pas se faire. Et puis, en plus, un président, je veux dire que... Bon, qu'il a décidé de venir se venger en Afrique. Et vous voyez un peu comment ça... Non, aucune vengeance. Je crois qu'il a de quoi discuter de ça avec peut-être les écoliers les gens sont qu'on a pu voir. Très imaginatifs. Et juste après lui, on a eu aussi... on dit qu'une députée française s'est fait gifler. C'était vrai ou faux? C'est faux, c'est l'extrait d'un film en fait. D'accord. Donc juste, et ils disent comme ça qu'après Emmanuel Macron, autour d'une députée... française, non, mais c'est plutôt l'extrait d'un film, en fait. Mais en somme, hein, il faut retenir et toujours garder à l'esprit que la violence ne résout rien du tout. La violence ne résout rien. Et encore plus quand on se donne le droit de pouvoir outrager comme ça des institutions, là, c'est l'aberration. Non. C'est vrai qu'on en rit, mais c'est... Il faut faire attention. Ouais. Il ne faut pas commettre ce genre d'acte. Et la dernière information, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on parle depuis un certain temps d'un divorce entre M. Laurent Gbagbo et son épouse. On a vu un communiqué du Front populaire ivoirien sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire que le communiqué du Front populaire ivoirien, il est faux. C'est vrai que M. Laurent Gbagbo a demandé le divorce officiellement à son épouse, mais le communiqué qui circule sur les réseaux sociaux au niveau du Front populaire est un faux communiqué. D'accord. Et on espère que pour se renseigner, il faut aller, comme on le dit toujours, sur les comptes certifiés. Il faut aller à la source. Et puis, bon, le communiqué avec combien de fautes dans ceci? Je veux dire, généralement, les institutions font attention à tout cela, mais là, il y avait plein de coquilles et tout. Donc... Et sans les erratums et tout ça. Donc, voilà, l'affaire sera suivie à la loupe pour en sortir ce qui est vrai. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Voilà. Merci infiniment, Méliane. Merci. Pour votre passage. Merci. Voilà, on se retrouve. À la descente des montagnes. avec du bon je peux me permettre, c'est que j'ai battu mon record. De performance. En quoi? J'ai gravi une montagne. Ah, mais c'est... Le Mont Gand. Au niveau de Gandier, et ça fait 10 000 pas pour monter, donc imaginez pour descendre. Ah, mais c'est super comme ça. Donc, pour descendre, c'est plus rapide. Oui. C'est plus rapide, mais la souffrance pour monter. Non, mais c'est bien de se donner comme ça de beaux challenges. Je crois qu'on va se fixer aussi ce genre d'objectif-là pour les semaines à venir, parce qu'on ne sera pas oisif en tout cas. On va essayer de profiter et surtout joindre l'utile à l'agréable. C'est clair. Merci beaucoup, Méliane. Merci beaucoup, Mélie. Et puis, excellente journée. On va poursuivre cette émission avec un dossier EcoPlus à vous proposer. On parle aujourd'hui du premier sommet virtuel sur le caoutchouc. C'est le bilan que nous vous proposons. L'EVA et la Côte d'Ivoire. Le mariage date de 1953 avec au commencement les plantations industrielles. Puis a suivi la vulgarisation avec l'avènement des plantations villageoises. Au nombre des planteurs dits villageois, Kamara Youssouf. Le mariage avec l'EVA a commencé en 96-97 et en 2001, j'ai commencé ma plantation. Pour le planteur qui a une petite superficie,
chaque année, de la première année jusqu'à la troisième année. Il faut faire des remplacements, il faut faire les ouvertures de lignes pour que le plan de VA qui est mort puisse être remplacé afin d'avoir une bonne densité à la saignée. Au bout du compte, Kamara Youssouf est aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine d'hectares de VA et a une lecture de la tenue du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc en terre ivoirienne. Ce sommet, c'est le couronnement du travail de la Côte d'Ivoire au niveau de l'hévéaculture. Au cœur de cette rencontre, l'avenir du caoutchouc en tenant compte des aspects inclusifs, de la durabilité et de la croissance, dans un monde marqué par la pandémie de la Covid-19 et le changement climatique. Voilà le menu des 4 jours de change d'Abidjan, des consommateurs, chercheurs, usiniers et producteurs de Côte d'Ivoire et le reste du monde, sous l'égide de l'IRCG. Cela en mode virtuel, un défi que la Côte d'Ivoire a relevé. On a compensé la distance par la technologie. La technologie, pendant les 4 jours, nous n'avons pas eu de défaillance technique. Nous avons relevé le défi technique. Les problèmes d'électricité, les problèmes de connectivité ont été résolus. Nous avons suivi cette conférence comme si tout le monde était regroupé ici à Abidjan ou tout le monde était regroupé à Singapour. Au-delà des défis numériques relevés, quel est l'avenir du caoutchouc en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde? S'agissant de la filière ivoirienne, elle jouit d'un avantage comparatif notable du fait de son organisation. Nous avons au niveau de la PROMAC fait en sorte que des clones à haut rendement, des produits de qualité soient distribués aux paysans. Ensuite, il y a un suivi régulier par l'encadrement agricole. Associant à cela les fruits de la recherche avec en pole position le matériel végétal et l'introduction de la saignée inversée dans le milieu rural qui a valu à la Côte d'Ivoire une reconnaissance de l'IRDB. Il y a les 2 aspects, la maîtrise de la technique de saignée et le fait d'avoir introduit la saignée inversée en milieu villageois, parce que le milieu villageois actuellement a plus de 80% de la production. Les acquis sont réels. À titre d'illustration, le niveau de productivité parmi les plus importants au monde. La saignée inversée a été introduite à partir de nos travaux en 2000. La productivité est remontée et on est passé crescendo jusqu'à 1600 kg secs à l'hectare. Reste la question de la durabilité et de la traçabilité. Faire en sorte que ce caoutchouc soit labellisé. À travers le monde, quand on dit le caoutchouc de Côte d'Ivoire, que tout le monde se dise « Ah oui, c'est un produit de qualité ». Voilà nos objectifs. Et à partir de ce moment, tous les acteurs, chacun à son niveau, tirera profit du travail qui est accompli. Pour ce travail constant et régulier, la recherche se dispose à jouer sa partition. Face au nouveau climat qui s'impose à nous, au nouvel environnement de production, il faut que la recherche, à travers la sélection de clones appropriés, de variétés appropriées à ce nouvel environnement, soit mise à la disposition. Non seulement le matériel végétal, mais la manière de cultiver, la manière de conduire la plantation, la manière d'exploiter le tronc de l'arbre, tout ceci doit être mis en faveur au service du producteur et de l'arbre pour une activité rentable et, n'oubliez pas ce mot, durable, de manière durable. Voilà qui conforte Kamara Youssouf pour l'avenir du caoutchouc. L'espoir au niveau du caoutchouc, parce que le Premier ministre nous a demandé d'explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc. Et à partir du moment où on va explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc, ça va permettre d'accroître la demande. Et quand la demande est importante, il va sans dire que le prix aussi sera fortement impacté et ça va vraiment arranger les planteurs. La filière évéicole ivoirienne, c'est 7 plantations industrielles et 160 000 dites villageoises. Ces 2 acteurs de la filière exploitent 650 000 hectares. La production nationale est estimée à 950 000 tonnes de caoutchouc sec pour un rendement moyen de 1,6 tonne à l'hectare.
De retour sur le plateau de la matinale après ce document d'Eco Plus de la rédaction de RTI 1 qui nous plongeait ici dans le cheminement de la production jusqu'à la transformation du caoutchouc. On en sait un peu plus sur ce qui s'y fait là-bas. Maintenant, nous sommes dans la phase de notre thématique du jour en compagnie de M. Nielbin Koné, avec qui on parlera des accidents de la route et de la culpabilité. Comment situer les responsabilités au niveau culturel. Ce sera l'essence de notre échange juste après ceci. Et nous ferons aussi certainement une incursion dans cet aspect sociétal, bien sûr, de notre thème d'aujourd'hui, accident de la route, tous coupables. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'accident de la route posé à la terminologie tous coupables. Pourquoi, finalement? Avant tout propos, qu'il me soit permis de m'incliner avec beaucoup de tristesse sur tout pour le repos de l'âme et en compassion aux familles qui ont perdu des gens dans les accidents. Parce que pour nous, la vie est sacrée et toute vie qui part de manière brutale et peut-être par juste une maladresse ou une négligence ou une incivilité, ne mérite pas véritablement que nos vies partent de la sorte. Quand nous parlons de tous coupables, c'est une manière d'interpeller tout le monde. C'est de dire que tous, de manière active ou de manière passive, à des moments donnés, nous avons remarqué des situations à risque, soit des gens qui conduisaient à une certaine vitesse, soit des gens qui conduisaient dans un certain état, ou des gens même qui, par le maniement du volant, ne semblaient pas être qualifiés pour conduire, soit nous-mêmes, parfois, à dire aux gens, je suis pressé, si tu m'amènes au plateau avant 30 minutes, j'ajoute 500 francs ou 1000 francs. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'État, que ce soit la population, que ce soit les mécaniciens, presque tout le monde, à un moment donné ou un autre, on aurait pu intervenir dans une situation pour sauver des vies. Alors, vous avez parlé tout à l'heure en disant qu'il y a la négligence et vous avez aussi cité d'autres aspects. Quand on regarde cette avalanche d'accidents que nous avons eu dans notre pays depuis plusieurs mois, que faut-il prendre en compte au regard de tout cela? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est peut-être d'être tous conscients d'une chose, que la vie est sacrée. Et que de ce point de vue, dès que je me mets derrière mon volant, comme on le dit ailleurs, il faut que je sois conscient que j'ai un fusil chargé entre les mains avec le doigt sur la gâchette. Et tout dépendra de mon intelligence pour ne pas appuyer et donc ne pas me suicider ou ne pas attenter à la vie des autres. Donc ça, il faudra le prendre en compte, que n'importe qui ne peut pas se mettre derrière un volant. Il faut être éduqué, il faut être intelligent, il faut être conscient, il faut véritablement penser à sa propre vie et à celle des autres. Et vous avez relevé un aspect très important, à savoir la sacralité même de la vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi on arrive à ces seuils d'accidents-là? Est-ce à dire qu'on a perdu toute conscience de la vie humaine, sa propre vie et la vie des autres? Oui, madame, malheureusement, aujourd'hui, on banalise tout. On met l'argent en avant, donc parfois pour faire la recette, on fonce. Et très tôt aujourd'hui, on n'apprend pas aux enfants à respecter la vie. On leur donne d'autres valeurs. Et aussi, on n'apprend pas aux gens à être responsables. On pense que être chauffeur de Baka, c'est quand on a échoué partout. Et en le disant, nous-mêmes, on attend à nos propres vies. Parce que si on ne se dit pas que chauffeur, c'est un métier, c'est une endurance, c'est des savoir-faire, c'est des savoir-être, et que c'est celui qui ne sait pas quoi faire dans sa vie, ni que faire de sa vie, qui devient chauffeur de Baka, ça veut dire que le minimum de valeur, à savoir que chaque fois que nous sommes dans un véhicule, nous jouons notre vie à pile ou face. Et donc, de ce point de vue, que nous soyons nous-mêmes au volant ou que quelqu'un ait notre vie à main au volant, il faudra qu'on retrouve des valeurs, un minimum de valeurs qui visera toujours à mettre la vie de l'être humain au-dessus de tout, de la rendre sacrée et donc d'en prendre grandement soin. À travers ce que vous êtes en train de dire, on sent que c'est une belle interpellation pour tout un chacun, au-delà même de ce que nous faisons comme cours de conduite ou tout ce qu'on nous apprend et tout. C'est une véritable éducation sur ces valeurs-là qu'il faudrait avoir. Oui, pour tout un chacun, qu'on soit jeune, adulte et tout le monde. Merci, vous avez raison, c'est un préalable. C'est-à-dire que si déjà les enfants, on les éduque à respecter, à sacraliser la vie,
je dirais de la naissance jusqu'à la mort, on sera tous interpellés. Parce que chaque fois que je verrai un risque, que ce soit sur la route, les nids de poules, la situation de pluie, toutes les situations à risque que je verrai, je me sentirai interpellé. Parce que si on s'est dit que ma vie dépend de celle des autres et celle des autres dépend aussi de la mienne, c'est-à-dire que nous soyons tous solidaires dans comment se sauver les vies. Parce qu'une vie qui reste sur la route, on ne le dit pas assez. Souvent, ce sont des familles entières, non seulement qui sont endeuillées, mais qui sont dépourvues de ressources. Parce que dans un car, dans un bas-car, dans un taxi, dans un véhicule personnel, nul ne peut nous dire qui peut être impacté. Et avec tous les dégâts collatéraux, économiques, sociaux, humains, psychologiques, handicaps que cela peut occasionner. Donc franchement, c'est une interpellation totale et globale. Personne ne peut dire qu'il est en marche, personne ne peut dire qu'il est au-dessus. Parce que quand vous voyez souvent, ce sont les grosses cylindrées qui ne respectent rien. Donc on suppose qu'ils sont plus nantis, ils sont plus cultivés, et pourtant, c'est eux qui donnent le mauvais exemple. Parfois, ce sont les plaques jaunes. Donc vous voyez que ce seront des gens qui ont les impôts de l'État dans cette voiture et qui ne font pas preuve d'exemplarité. Donc prendre la voiture de l'État pour aller attenter à des vies, ce n'est pas juste. Ensuite, vous verrez que parfois, ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes sont là pour sauver des vies, mais pour quelques échanges, quelques transactions que nous connaissons tous, remettre l'individu, un civil, encore en circulation. Du coup, comment revenir aux fondamentaux et aux valeurs cadres pour pouvoir préserver des vies et être bien sûr aussi en conformité avec la loi, parce que le secteur est quand même régi d'une certaine manière que même quand il y a un accident, on situe les responsabilités. Oui, sauf que c'est trop tard, parce qu'il faut beaucoup travailler sur la prévention. Je pense qu'après, on peut mettre les indélicats en prison. Depuis hier, il y a une loi qui vise à annuler leur permis pour soit blessure ou homicide involontaire. C'est vrai, il faut sanctionner. Mais je pense qu'au moment où on sanctionne, c'est trop tard, parce que ça ne réveille jamais ceux qui sont partis. Ça ne vous remet pas votre membre qui a été amputé, etc., etc. Donc le tout, c'est de travailler sur les causes, telles que, je l'ai dit, la vitesse, telles que la consommation d'excitants ou d'alcool, telles que les dépassements risqués, telles que surtout adapter sa conduite aux intempéries. S'il fait nuit, s'il fait chaud, s'il pleut, si la route est dégradée, essayez vraiment une conduite intelligente. C'est ce que nous appelons une conduite intelligente. C'est vous qui avez le véhicule, c'est vous qui avez le volant. Ce n'est pas le contraire. Comme je le dis souvent, on ne conduit pas avec le pied. Le pied, ça, c'est le levier d'accélérateur. On conduit avec la tête. C'est-à-dire c'est tout l'environnement, le contexte, même l'humeur du jour fait partie aussi, parce qu'on peut faire facilement un malaise. Je me lève, je ne me sens pas très en forme, mais voiture pour voiture, je ne prends pas de taxi, je me dis, on y va. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est ça l'intelligence. Quelle est la forme du jour? Peut-être que j'ai eu des petites histoires, je suis tendu, ou bien j'ai un petit stress, je vais au travail. Tout ça, ce sont des éléments, quand on les prend en compte, on fait de la conduite intelligente en préservant sa vie et en préservant celle des autres. On va rester sur ce que vous êtes en train de nous dire et vu tout cela et surtout cette recherche de valeurs-là même. Si on part, par exemple, pour un conducteur de transport en commun, on a des cars de transport, on a des baka, on a des wororo et tout. Comment est-ce que, vous allez nous donner quelques astuces, quelques idées, comment est-ce qu'un transporteur, par exemple, de ce type-là, pourrait se comporter et doit, par exemple, démarrer sa journée pour ne pas qu'à la fin de cette journée, il y ait des désagréments? Bien, merci, parce que c'est ceux-là qui, principalement, ont le plus de vie en main. Oui. Des cars de 30, 60, 90 personnes, ils ont le plus de vie en main. Ils doivent déjà, plutôt que de partir du matin, ils partent du soir. Ils essaient de dormir le plus tôt possible, d'être détendus, et au lieu de traîner dans les grains jusqu'à 22h, minuit, etc., en train de refaire le monde. C'est-à-dire qu'ils dorment en fonction du métier qu'ils ont le lendemain. Ils dorment tôt, ils dorment détendus. De telle sorte que le matin, quand ils se lèvent, le premier réflexe, c'est l'entretien du véhicule. Allez voir s'il y a de l'eau, s'il y a de l'huile, etc. Les pneumatiques surtout, voyez-vous. Regardez déjà l'état et le comportement du véhicule. Et en fonction de cela, même s'ils remarquent quelques petites anomalies, peut-être d'abord faire un tour au garage avant de prendre la route. Et s'organiser pour être de bonne humeur et très détendu. Parce que leur métier, c'est un métier d'inconnus. Et tous ceux qui travaillent avec des inconnus, il y a un stress de base. Parce que tous ceux qui vont rentrer dans votre car, dans votre baka, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc si vous n'êtes pas détendu,
Si vous n'avez pas un sang-froid naturel, vous risquez rapidement de rentrer en contradiction. Et l'humeur, dans ce stress-là, vous êtes capable de ne plus avoir la saine appréciation des situations. Les distances de freinage, vous ne les appréciez plus. L'environnement, les risques, les menaces de l'environnement, vous ne les percevez plus parce que vous êtes plus concentré sur les échanges, les échauffourées dans votre car ou dans votre baka ou dans votre warwara. Voyez-vous? C'est-à-dire que les menaces extérieures qui sont plus à redouter, vous les minimisez au profit de menaces que vous-même vous créez dans votre warwara par vos difficultés à accueillir les gens. Voyez-vous, donc déjà, vous cherchez à bien accueillir les gens, vous les mettez à l'aise parce qu'ils viennent vous donner leur vie. Donc, il faut les rassurer. Si vous dites à chauffeur, j'espère que, ah oui, ok, ça va aller, mon frère, Dieu, prions. Vous voyez, vous montrez vraiment détendu à la hauteur de votre métier. C'est une vraie compétence. Et c'est aussi aimer la chose. Parce que beaucoup vont là-bas faute d'eux. De telle sorte que, ah oui, si ce n'est pas à cause de Baka, c'est toi tu peux me dire ce que... Voyez-vous, ils arrivent déjà tendus. Même un simple bonjour, ils vont mal l'interpréter parce qu'ils se disent que dès lors que tu conduis les gens, ils te minimisent. Voyez-vous, donc il ne faut pas qu'ils soient sur la défensive. Il faut qu'au contraire, ils soient bien détendus, ils accueillent les gens, ils soient conscients du nombre de vies qu'ils ont dans le car. Si c'est 70 personnes, qu'ils ne calculent pas 70, parce qu'en Afrique, quelqu'un qui travaille, c'est 10 personnes. Donc c'est au moins 700 vies. 700 vies, plus maintenant les dégâts collatéraux que cela peut créer dans la société. Ben, merci infiniment, Monsieur Nielbin Ilkone, pour toutes ces suggestions et ces points d'orientation que l'on peut exploiter pour, au final, sauver des vies, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'une personne puisse avoir. Merci beaucoup. Nous, on part maintenant pour ce reportage-là qui nous vient, bien sûr, de la rédaction de Matin Bonheur elle-même. C'est un grand reportage sur une denrée qui est très utilisée, mais sans mode de fabrication. On va passer le circuit ensemble à la route sur l'adjuvant, l'assaisonnement africain. Il est 10 heures. Dame Florence, habitante de Blocos, dans la commune de Cocody, est à la tâche pour le repas de midi de sa famille et ses invités. Pour commencer la sauce, j'ai pris un peu de viande fumée, poisson fumé, et puis un peu d'adjuvant. Un secret purement africain qui a assaisonné ma petite sauce pour donner un goût vraiment. J'ajoute mon adjuvant, que voici. J'ajoute mes ingrédients. Il y a le gombo. Il y a la tomate fraîche. J'ajoute un peu d'oignon. Et puis quelques boules de piment. Je dois les récupérer après pour écraser. Je mélange le tout. Maintenant, j'attends que le gombo et puis la sauce se mélangent bien. J'ai fait quelques minutes en attendant que ça mijote un peu. Une fois le repas servi, les invités passent à la dégustation. Ma première fois de manger de la sauce adjuvant et vraiment je suis content. Waouh, la sauce est délicieuse. C'est ma première fois de goûter la sauce avec de l'adjuvant. Je suis très content. Pour Dame Nathalie, restauratrice dans la commune d'Angré à Abidjan, l'adjuvant, utilisé comme assaisonnement dans tous ses mets, est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années. Chacun vient, ils vont manger. Il faut que je me presse pour faire tout rapidement pour que chacun gagne son plat. C'est Gnagna qui est premier. Deuxième sauce, je mets adjuvant aussi, sauce graine. Arachide aussi, je mets un peu d'adjuvant. Feuille aussi, je mets un peu d'adjuvant. J'ai fini de préparer. L'adjuvant se mange avec toutes les sauces. Chaque client gagne pour lui, chacun prend pour lui. En Côte d'Ivoire, l'assaisonnement le plus connu et le plus utilisé tant dans les ménages que les restaurants est l'adjuvant. Il se distingue des autres assaisonnements de par sa forte odeur. C'est ici, au quartier Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué à Abidjan, que sont basées les productrices. Chez nous, les gagnants, on appelle ça la éhoulée. C'est un très bon poisson. C'est le travail ça là qu'on fait ici. C'est ça, on se débrouille avec ça. C'est un très bon poisson. On met dans la sauce. Ça là, avant de mettre dans la sauce, là, tu enlèves la peau. Si tu finis d'enlever la peau, là, tu laves très bien. Alors là, c'est prêt, c'est prêt. Quand on finit, on coupe le ventre là pour enlever le caca là dedans. Quand on finit d'enlever le caca là, on met dans l'eau. Avec sel, on met sel dedans et puis on met dans l'eau au moins pendant 3 jours. On enlève, on met au soleil.
ça reste une semaine. Si ça a trop duré, peut-être s'il n'y a pas de soleil, là, ça peut faire au moins 2 semaines pour que ça soit bien sec. Là, même si ça fait au moins 2 ans avec toi, là, ça ne gâte pas. Les gens viennent prendre pour aller. C'était bien frais, parce qu'on appelle à Djoba. Donc on met dans l'eau, on met 2 jours, ça devient mou. Quand ça devient mou là, il lave avec grillage bien blanc. Et puis il prend l'eau, le pop, il reste bien bon. Quand il reste comme ça, il met sel là, sel blanc comme ça. Quand il met sel dessus, là, il met des gros paniers. Et puis il ferme. Quand il ferme comme ça là, et puis l'eau là, sel là, tire l'eau là bien bon. Il place dans le panier, il m'appelle à Djamé. Ça quand son plus. Quand poisson quittait au port pour venir, il met celle là dans cuvette là, et puis il ramasse poisson, il met dedans, il a mis celle là encore pour taper, pour mettre dans gros panier. L'eau là ça sort, on ferme, et puis l'eau là ça sort. Si l'eau là sorti 2 jours, 3 jours, on ramasse pour placer dans un petit panier, on trie gros, petit, pour tâcher. Ça s'en va jamais. Ce poisson. Pendant son cours sur le poisson fermenté et séché, Dr Augustin Kwame, spécialiste des animaux marins à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, parle de l'adjuvant. L'adjuvant est utilisé depuis les temps anciens pour assaisonner les sauces, disons les plats, les mets, avant l'apparition des cubes d'assaisonnement. Donc, soit la maman utilise, ou bien les transformatrices, ou bien les restauratrices vont utiliser l'adjuvant, parce qu'il y a déjà du sel dedans. On va saupoudrer le poisson lorsqu'il est fermenté, jusqu'à ce que le sel s'imprègne dans le poisson, afin qu'il ne se détériore pas vite. Quand on consomme l'adjuvant, il y a des bienfaits. Souvent, on a une idée préconçue. On dit, comme c'est du poisson fermenté, n'oublions pas que la fermentation facilite la digestion. Une fois la transformation terminée, l'assaisonnement ainsi obtenu est acheminé, puis commercialisé en gros sur le marché du Forum dans la commune d'Adjamé, afin d'être à la portée des populations de divers horizons. Il y en a qui quittent Gagnoua, Boaké, Soubré, Bougnan, Marie, tout. Client il vient, ce qu'il veut là, il prend. S'il veut le colocou, il prend. S'il veut ton, il prend. S'il veut, chose, comment appelle, plat aussi. Préparation là, tu prends petit adjuvant, maille en paix. Même il vient là, tu as payé même là, demi-kilo. Brailler tout. Mais au fait, c'est OK. Il mange aussi. Surtout ton là même là, c'est ça même moi-même, il mange bien même. Parce que ça, c'est doux dans la sauce. Elles sont nombreuses, ces fabricantes et vendeuses d'adjuvants, dans les villes et marchés ivoiriens, qui ont fait de ce commerce leur principale source de revenus. À travers leur présidente, Déborah Nyené, les femmes expriment leurs besoins en unité de conservation du poisson. Je peux dire qu'aujourd'hui, si vous partez à Sassandra, si vous partez à San Pedro, si vous partez à Fresco, si vous partez à Grand là-haut, il y a des femmes ivoiriennes aussi qui font l'adjuvant. Ce n'est pas seulement les femmes ghanéennes, mais aujourd'hui, il y a des femmes ivoiriennes qui sont rentrées dans cette activité, qui font de cette activité leur activité principale. Quand nous sommes dans la saison de la grande pêche, on n'a pas de moyens de conservation. C'est pourquoi nous pratiquons le fumage du poisson et puis l'adjuvant. Mais ça ne nous suffit pas. Il faut aujourd'hui nous donner des moyens pour avoir des unités de conservation. Aujourd'hui, il faut aider les femmes à vraiment mener les activités de transformation et de mariage. L'adjuvant, en tant qu'assaisonnement, est une équation qui gagne depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. En Côte d'Ivoire, ce secret culinaire se transmet de mère en fille, de génération en génération, sans jamais perdre sa valeur grâce à son goût naturel et résistant. De manger à manger, on revient à manger. Voilà, merci beaucoup pour ce reportage d'Alain Canon. Voilà notre JRI, la Djouévan ou la Djovan, voilà, assaisonnement magique purement africain. Et c'est un reportage qui nous a déjà fait passer notre commande de Guaguassou. Donc, dès qu'on rentre à la maison, on pourra se faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Alain Canon, tu nous as inspiré ce matin. Tout à fait. Alors, on va poursuivre donc avec encore ce qu'on pourrait mettre sur notre palais, avec Chef Daguerre qui est déjà là, et on se retrouve juste après le jingle. Et c'est en mouvement, hein, vous l'aurez vu il y a quelques secondes avant, que nous ouvrons la page du petit-déj avec le chef Daguerre. Bonjour chef. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Thierry.
On a le sourire qui est très prononcé comme ça, parce qu'on a une fontaine au chocolat, ça donne tout de suite le sourire. Ça, je crois que c'est la base. Chocolat qui danse. Ah oui, donc faisons danser le chocolat. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Premièrement, et voilà, la magie. Avec un peu de violon, si on veut. Ah oui, c'est artistique tout ça. Il fallait qu'on dise c'est un cacao ivoirien. Le chocolat, il est ivoirien aussi. Oui. Wow. Très, très bon chocolat. Et puis, il fallait qu'on dise le chocolat, c'est le trésor de la Côte d'Ivoire aussi. Tout à fait. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est la plus grande... oui, premier producteur mondial de cacao. Premier producteur mondial du cacao, donc c'est trop important. Et on est tous trop contents aujourd'hui qu'on a ça. Ah oui, le chocolat, ça donne toujours le sourire. Mais oui, on va tout à l'heure, donc, et pour nous, les hommes, le chocolat, c'est important parce qu'on arrive à séduire avec le chocolat. Ah bon? Allons-y, allons-y. Et pas qu'à séduire. Ok, donc aussi, on a, tant que c'est la fête aujourd'hui, car on a de chocolat dans le studio, on a un sandwich qui s'appelle Club Sandwich. Le Club Sandwich. Sandwich de la fête. D'accord. Okay. C'est un sandwich américain. Aujourd'hui, je l'ai réalisé avec du thon. J'ai fait un mélange du thon, mayonnaise, cornichons, faisant ça vite fait. D'accord. Comme ça, on a un peu de temps pour goûter le chocolat après. Bien sûr, oui. Un peu de tomate, du salade. Et puis, ici, je dois parler, j'ai deux qualités d'œufs. D'accord. On a l'œuf du caille. D'accord. Et puis, on a les œufs normaux. OK. On doit parler que... les œufs de caille? Non. C'est pas cuit? Non, non. C'est baveux? Comment on dit? Une seconde. D'accord. On les laisse se concentrer. Pour se concentrer. Ben oui, le temps qu'ils se concentrent, à nous, en même temps, la valeur alimentaire bien sûr. De cet œuf, elle est petite, elle est à peu près 3 fois que la grande œuf de poule. Donc, on imagine comment il crée les choses bien. Okay, donc, comprenez, comme il disait, il y a plus de valeur alimentaire dans les œufs de caille. Là, on met les gros œufs. De poule ou de dinde, voilà, ou d'autruche. OK. On arrête ça un peu pour le bruit. C'est petit, mais ça pique, comme on dit. Ouais. Et puis, assaisonnement un peu. C'est trop important, toujours, on assaisonne. Avec quoi? C'est quoi? Poivre. Poivre? Poivre noir. D'accord. OK. Fromage. OK. Un peu de jambon ivoirien local. OK. Puis? Tout est pratiquement made in Côte d'Ivoire. D'accord. Et pendant qu'on finit le montage, on va en même temps inviter notre... tautologie oblige, hein, notre invité du jour pour la dégustation, Monsieur Traoré Yacouba, dit Agogo, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler. Il va se mettre là, oui. Bonjour, bonjour, Monsieur Traoré. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Mais nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau parce que vous êtes un feuri de Matin Bonheur. Oui. Effectivement, effectivement. D'accord. Chaque matin, je suis là avec l'équipe. Oui. Même si on ne me voit pas. Oui. Je suis toujours derrière les caméras. Voilà. Il est au son et c'est lui qui nous a posé les micros ce matin. Tout à fait. Voilà. Et il adore travailler très tôt le matin comme ça avec cette équipe. Nous aussi, on partage de bons moments avec vous. Oui, ça. Et donc, aujourd'hui, on décide de faire découvrir aussi ce qu'on fait avec nos collègues. Et donc, vous allez goûter tout à l'heure les repas de chef, le Club Sandwich. Je suis là pour ça. On le sait que trop bien. J'attends ça comme ça. On le sait que trop bien. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, part belle à un membre la maison, de voilà, la maison Bonheur. reçoit la maison. Voilà, Agogo, c'est son petit nom. Il disait comme ça en antenne, Traoré Yacouba, mais si on ne dit pas Gogo, on ne va pas savoir que c'est lui. Et en même temps, il est pétri de talent. Hein. Oui. Il va nous parler avec un autre son, et puis vous allez deviner de quoi il s'agit. Oh, OK. Je suis très fier d'être sur le plateau de Matin Bonheur avec M. Angeval et Maman Alix. Vous imaginez. Très bien, donc c'est un peu ça. On s'est caché un peu, on fait certaines choses, mais ça va aller. Voilà. C'est la RTI qui gagne. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le Président. Chef d'Aga, allons-y. Est-ce qu'on s'imaginait recevoir le président à Matin Bonheur? Ben bon, il est là. Et Alix, il faut ajouter qu'il est passionné de photographie aussi. Aussi, oui. Je t'offre ça. Voilà. Que tu avais. OK, M. Daguet, en tout cas, merci beaucoup. Donc, bon. On va tester rapidement. D'abord, ça chape. Oui, c'est bon.
Non, pardon. Pas faire ça. Donc voilà. C'est ainsi que ça se passe. J'ai fini de manger et je donne mes impressions. Tout à fait, Okay. tout à fait, c'est le principe. Parce que c'est pour ça que vous êtes. Hein. Ouais. Effectivement. Voilà. Première bouchée. Les mains ont été... Désinfectées déjà, on est équipé dans ce studio grâce à Nadie aussi. Hein. Voilà. Ouais. Ça c'est bon. Bon, vraiment bon. Question. Faut goûter. En tout cas, c'est bon. Qu'est-ce qui revient le plus Bon, je sens la tomate. Il y a un truc dedans. Voilà. C'est que je ne sais pas s'il y a des œufs dedans. Si, il y en a, tout expliqué. J'ai senti œufs, beaucoup de œufs et puis... Il y a beaucoup d'œufs. Hein? Ouais, et puis je sens aussi... Il y a des feuilles dedans. C'est quel genre de feuilles? La salade. Ah, c'est salade. Salade. Bon, salade, il n'y a pas trop senti. On ne peut pas mettre feu de dalle là-dedans. C'est pas possible, épinard. Mais moi, j'aime ça. On ne peut pas mettre du zrin. Ça aurait été un Kabato Club. Donc voilà, à côté, on a juste le chocolat qui va se déguster avec les fruits, n'est-ce pas, chef Daguerre? Oui, oui, je vous invite. Tout à fait. Mais bien sûr, moi, je ne vais pas me faire prier. Oui. Quand on sait que c'est la maison qui invite la maison aujourd'hui. Moi, je continue. Hein. On se fait plaisir. Voilà, et nous, je pense que c'est ici qu'on va conclure. Moi, je pense que ce chocolat, comment il arrête. À toi l'image. Et il redémarre. C'est comme une C'est magique, c'est comme une robe. C'est comme une belle femme qui fait une promenade. Dis donc, chef Daguerre, on ne vous savait pas comme ça en fin de saison. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin? Bon. Voilà, avec l'ananas. Il y a le chocolat. On a des ananas, on a du... D'accord. Mais bon, c'est sous cette note de dégustation partagée de toute l'équipe de la matinale que, chers téléspectateurs, nous, on vous dit au revoir. On vous souhaite un agréable week-end. Les programmes de RTI 1 sont là pour vous et même du groupe RTI. Et on se reverra la semaine prochaine. Et sachez que ce sera la dernière semaine pour votre saison 5 de Matin Bonheur. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Ciao. Bye bye. Nous, on va goûter. Au revoir.